Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode, ce nouveau supplément, ce nouveau bada, comme nous avons coutume de dire, de notre nouvel esprit public dans la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, série reprise d'une vieille blague de Pierre Desproges et qui nous permet aujourd'hui de rencontrer François Joussaume. François Joussaume, bonjour. Bonjour. Alors vous avez remarqué, chers auditeurs, que je n'ai pas dit François Joussaume et je n'ai pas ajouté sa profession. Parce que je préfère que vous la disiez vous-même parce que... Dites-la. Voilà, je suis libraire de livres Vous êtes anciens. libraire, mais vous êtes libraire de livres anciens. Et à certains égards, vous êtes un peu un antiquaire ès-livre. Tout à fait, oui, c'est à mi-chemin. Et vous êtes aussi un libraire de livres d'occasion, c'est-à-dire bouquiniste. Donc vous êtes entre antiquaire de livres et bouquiniste. Et vous êtes à Paris, dans un endroit très particulier qui est Galerie Vivienne. la Galerie Vivienne, qui va de la rue des Petits Champs jusqu'à la rue Vivienne, qui fait un angle droit, et qui est la propriété de l'Institut, d'ailleurs, je crois. Exactement. Qui est la propriété de l'Institut et qui a été pendant longtemps, enfin disons qu'elle est exemplaire de la période Charles X, où on a construit beaucoup de galeries copiées sur des galeries couvertes, copiées sur des galeries anglaises, et qui ont eu beaucoup de succès parce qu'on pouvait y faire ses courses tranquillement, mais on pouvait aussi, enfin les élégantes pouvaient faire leurs courses tranquillement sans crotter leur robe et leurs chaussures, et on pouvait aussi y faire des rencontres qui n'étaient pas forcément entre personnes de la même condition sociale et qui étaient généralement entre personnes qui n'étaient pas du même sexe. Tant et si bien que c'est devenu un haut lieu de la prostitution, mais vous n'exercez pas dans cette activité. Et cette activité qui est la vôtre, elle est la vôtre, plus exactement celle de votre famille, depuis... En fait, c'était mon arrière-grand-père qui a repris la librairie de la veuve Mellet, qui la détenait donc de son mari, juste l'immédiate après la guerre de 14. Donc ça fait à peu près un siècle. Mais cette veuve en question, elle-même avait donc, enfin c'est pas elle d'ailleurs directement, mais ses prédécesseurs avaient ouvert en 1838, je crois. Oui, alors avant elle, il y a eu au moins 2 autres prédécesseurs. Oui, c'était la 3e depuis 1826, c'est ça. Oui, donc il y a une solide, au même endroit, solide implantation. Oui. La librairie est née avec la galerie. On parlera de la Galerie Vivienne, si vous voulez bien, parce que je pense qu'elle est exemplaire de la transformation de Paris. Mais parlons d'abord de vous-même. Est-ce que vous avez toujours pensé endosser le costume, la blouse, on devrait dire, quoique vous ne portiez pas de blouse, mais du libraire ? Non, en fait, ça s'est déclaré un peu tardivement. Mon frère et moi, on a repris la librairie en 1987. Et la blouse, qui est toujours accrochée à la librairie, c'est vrai que c'était pas un choix évident. Ça s'est fait tardivement. J'ai exercé d'autres métiers auparavant, mais l'âge venant, mon grand-père vieillissait et le pauvre a travaillé jusqu'à la fin de sa vie sur place, jusqu'au bout. Donc à ce moment-là, c'était un choix à la fois de raison et un choix sentimental. Donc vous êtes devenu libraire largement passé la trentaine. 27 ans. 27 ans, oui, 27 ans. Oui, donc vous n'aviez pas eu le temps de faire énormément de métiers quand même. Non, je n'avais pas fait beaucoup de métiers et surtout, je n'avais pas été formé non plus par mon grand-père parce que l'âge venant, le métier était quand même... Ils étaient un peu trop repliés sur eux-mêmes, mais je n'avais pas formé par lui. Qu'est-ce que vous avez donc découvert de ce métier quand vous avez commencé ? J'ai commencé par apprendre par les catalogues des autres confrères, ensuite la clientèle. Les clients m'ont beaucoup apporté, mes achats aussi auprès de gens qui possédaient des bibliothèques relativement exceptionnelles. Et chose curieuse, c'est un métier où parfois on peut posséder un livre et ne jamais retrouver un second exemplaire, par exemple. Ça m'a beaucoup appris. C'est un métier où il faut avoir une bonne mémoire visuelle, pour bien situer aussi les auteurs. Donc oui, c'est un métier en constante... on apprend sans cesse, en fait. Prenons la partie antiquaire de livres. Qu'est-ce que vos clients cherchent ? L'édition, la maison d'édition ou l'auteur ? Parfois, par exemple, en prenant la maison d'édition Charlot à Alger, ils ne recherchent que la maison d'édition. Ou alors, les 3 quarts du temps, c'est l'auteur. Et l'auteur,
C'est toutes les maisons d'édition confondues pour essayer de constituer une collection. Est-ce que vous avez des souvenirs d'une recherche d'un auteur qui a été particulièrement longue et qui a fini par être couronnée de succès? Euh, De recherche d'un auteur ou d'un éditeur, d'ailleurs. D'un éditeur plutôt. Plutôt, Charlot, par exemple, c'était un éditeur qui a eu une vie un peu compliquée puisque, interrompu par la guerre d'Algérie, la maison d'édition a cessé toute activité. Mais certains libraires, oui, s'intéressent et s'amusent à collationner tous les livres parus de ces maisons d'édition et forment ce qu'on appelle une bibliographie. Moi, j'ai essayé de retrouver des parutions qui avaient été faites au sein de la librairie, puisque tous les libraires étaient éditeurs, avant que le métier d'éditeur n'existe au fond. Et Hetzel, qui était rue de Richelieu, Kalman Levy, qui était à l'Opéra, sont devenus éditeurs après le métier de libraire, en tant qu'indépendants. Donc chaque librairie était éditeur. J'ai pas réussi à retrouver grand-chose de mes arrière-grands-parents parce que les parutions étaient pas très importantes. Et dans la demande de vos clients, au fil des années, quelles sont les requêtes qui vous ont paru les plus extravagantes, ou les plus difficiles, ou les plus... Alors les plus marquantes, en tout cas, Oui. j'ai eu un ensemble sur Proust unique de peut-être plus d'une centaine d'ouvrages de et sur Proust d'une femme qui avait collectionné toute sa vie. Dès son plus jeune âge jusqu'à sa mort, elle avait collectionné tous les livres de et sur Proust. Je faisais une magnifique vitrine au mois de décembre il y a 3 ans. J'avais marqué les prix, j'avais fait en sorte de la rendre attrayante. Je réalise la vitrine et 2 jours après, un Suisse passe et m'achète tous les livres en une fois. J'étais presque étonné, ne pensant pas que cette vente allait se faire. Et c'est parti en Suisse chez une bibliothèque privée particulière. C'est amusant. Donc ça, c'est une vente assez remarquable. Je m'y attendais pas du tout. Et à l'inverse des non-ventes dont vous vous souvenez, qui vous ont surpris ou déçu? Surpris, je sais pas trop. Ma mémoire est pas toujours... non, peut-être on pense garder... c'est vrai que c'est trompeur. On se dit, tiens, tel livre, par exemple, de Gustave Doré va partir tout de suite. Et puis non, on peut le garder plusieurs mois, plusieurs années. Il y a des modes, j'imagine. Oui, bien sûr. Comment est-ce que vous caractériseriez ces modes au fil de vos années d'antiquaire en librairie et de libraire Par exemple, ce qui était à la mode dans les années 70 a complètement disparu. C'était la mode des livres surréalistes. Ça, c'est un peu en plus en perte de vitesse. Ensuite, il y a eu la mode des écrivains fin de siècle. Huysmans, Léon Bloy et autres. Depuis ça, il y a 30 ans, c'est en perte de vitesse complète. Maintenant, ce qui est plutôt à la mode, ce sont d'abord les livres photographiques et puis les pop-up, les livres pour enfants comment on appelle ça, un système qui se déploie. Ouais. Donc ça, c'est très à la mode. Tout ce qui est livre pour enfants et illustrateur. Tout ce qui est livre de bois gravé, on redécouvre les bois gravés comme Laboureur, comme d'autres, comment s'appelle le Suisse, j'ai oublié son nom. Mais ça, c'est des modes, oui, tout à fait. La mode la plus récente? La mode la plus récente, je dirais que c'est le pop-up. Ce sont ces livres qui, oui, quand on les ouvre, voilà, se oui. transforment en décor, si on peut ça. dire, deviennent figuratifs, si on peut dire. La littérature étrangère est présente de manière importante dans votre librairie. Oui, parce que en fait, cette librairie n'a pas de spécialité. C'est une librairie généraliste qui traite d'histoire, de littérature, de poésie. Et les auteurs étrangers, oui, il y a une mode. On peut dire, par exemple, que on redécouvre des auteurs anglo-saxons du 19e qui étaient un peu oubliés et des femmes auteurs qui ont été des pionnières en leur temps, comme, comment s'appelle-t-elle, Jane Austen et et les auteurs gothiques surtout. Ça, très à la mode. Ouais. Et ça vous paraît
c'est une mode littéraire ou c'est une mode sociale? Je veux dire, ça vient avec le féminisme ou ça vient avec une curiosité littéraire vers Je ce pense qu'il y a un style lien. gothique? Il y a un lien. Il y a un lien, forcément, parce que c'est des femmes qui avaient des vies tout à fait étonnantes et des personnalités très marquées. Oui, donc, d'une certaine manière, la biographie entraîne la bibliographie, si je puis dire, dans ce cas-là. Et ça, c'est pour la littérature anglaise. Est-ce qu'il y a d'autres littératures, la littérature russe, la littérature allemande, la littérature d'expression espagnole italienne un petit peu, littérature russe moins, et littérature allemande, c'est plus difficile. Plutôt les littératures latines, italiennes, c'est difficile à dire. J'ai pas un département très, très, très riche, mais oui, plutôt, je dirais plutôt latine. Alors, en fait, vous venez de le rappeler, de le repréciser, vous êtes un généraliste. J'ai dit à quel point tout à l'heure, puisque c'est à la fois dans les époques et dans les façons d'exercer les différents métiers que la librairie peut comporter, mais peut-être certains de nos auditeurs vont croire que vous êtes à la tête d'une gigantesque surface. Combien mesure votre librairie? Je crois que il y a 3 boutiques, 3 fois, ça doit faire 60 ou 80 mètres carrés quand même. Oui, voilà, ça, c'est la partie visible. Et en dessous, j'ai des réserves qui sont à peu près identiques. Ouais. À peu près. Alors, comment est-ce qu'on constitue? Vous avez hérité un fonds quand votre famille vous a... Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce fonds-là? Comment l'avez-vous orienté différemment? Le fonds hérité de nos grands-parents n'était pas si important que ça parce qu'il a périclité surtout au fil des années. Donc, il a fallu reconstituer patiemment. Et sachant qu'une bibliothèque, quand vous achetez 100 livres, par une loi tout à fait énigmatique, les 10 livres les plus rares se vendent tout de suite. Et ensuite, on ne garde que 80% des livres qui restent, entre guillemets, dormir sur les rayons pendant des années et des années. Et c'est comme ça que se constitue un fonds. Jusqu'à ce qu'un auteur oublié soit à nouveau exhumé, on le remet au goût du jour. Mais il a fallu vraiment refaire tout le fonds. Mes grands-parents ne nous avaient pas laissé un fonds très important. Donc ça veut dire que vous suivez, mais où trouve-t-on, par exemple, supposons que je veuille vendre ma bibliothèque, et surtout supposons qu'elle vaille la peine d'être achetée, mais où va-t-on annoncer la vente de ma bibliothèque? Alors là, c'était le hasard le plus complet. C'était des gens qui passaient devant la librairie, donc du porte-à-porte. Sinon, le moyen, c'est soit d'acheter en vente publique, soit de passer une petite annonce. Mais je vous parle de ça bien avant Internet, bien sûr. Donc, toutes les démarches de vente se faisaient à la librairie, sans démarche particulière de petites annonces dans les journaux ou par l'intermédiaire de la Gazette de l'Hôtel Drouot, par exemple. Aujourd'hui, vous surveillez Internet? Oui. Vous passez des annonces sur Internet? Depuis 20 ans, on a enregistré 65 000 fiches de livres pour participer à 3 sites marchands. D'accord. Donc, mon secteur de vente par Internet représente 30 ou 40% maintenant. Oui, donc ça devient vraiment extrêmement important. Aujourd'hui, en stock, si j'ose dire, vous avez combien de titres? 23 000. 23 000 titres. Dont combien, à votre estime, et à l'estime du marché, si je puis dire, sont des éditions rares, ou des titres rares? On est à peine une centaine qui tiennent dans une petite bibliothèque, oui. Ouais. J'ai beaucoup, essentiellement 20e siècle, un petit peu 19e, et tout ce qui est un peu rare représente à peine une centaine d'ouvrages dans la bibliothèque. Oui, c'est ça. Alors, dans une librairie, peut-être vous me démentirez, mais dans une librairie, l'observation, me semble-t-il, montre qu'il y a 3 choses importantes: le libraire, les livres et les clients. Les clients qui, souvent, rentrent dans la librairie, pas nécessairement pour acheter un livre, mais au moins pour en feuilleter et, si possible, pour avoir une conversation, avoir un échange avec le libraire. Est-ce que c'est votre pratique de ce métier, votre observation confirme la mienne? En vieillissant, oui. Au début, j'étais plutôt timide, mais c'est vrai que, par expérience, je constate que d'abord, il y a un regain d'intérêt des jeunes pour le livre, même si la grande majorité considère que la librairie est un peu... se muséifie ou devient un peu obsolète.
il y a un regain d'intérêt pour le livre et la lecture. Mais de tout temps, la librairie a suggéré quand même une crainte, parce qu'on ne rentrait pas. Je ne vous parle pas des grandes librairies du Faubourg Saint-Honoré ou de la Rive-Gauche, où là on ne peut pas rentrer tellement les ouvrages sont magnifiques et de grande valeur. Non, ce n'était pas le souci de la librairie, mais ça suggérait quand même une certaine timidité pour rentrer. Après, passer le cap de la toute première rencontre, la glace étant brisée, on peut parler très librement. Et puis moi, je parle sans doute beaucoup plus facilement que je ne le faisais quand j'étais plus jeune. Vous avez noué des camaraderies avec des Oui. visiteurs? Oui, presque des liens d'amitié, sans peut-être aller aussi loin, mais des liens beaucoup plus marqués qu'un simple rapport de clientèle, de client à vendeur. Et si je ne suis pas indiscret, ces liens se créent par le fait d'une sympathie partagée ou d'une admiration partagée pour un auteur, pour un livre d'un auteur. Oui, pour un concours de circonstances, pour une thématique, oui, par exemple, qui s'intéresserait, par exemple, à Pérec? Ça a débouché sur un monsieur que j'avais sans doute connu il y a quelques années. Et puis, oui, c'est par le hasard de la conversation. Et c'est Georges Perec qui a créé le lien entre vous. Oui, c'est amusant. Bon, Ouais. ça l'aurait amusé Oui, lui-même. oui, tout à fait. C'était assez son genre. Oui, mais par exemple, il faut comprendre que moi, ce qui m'amuse dans une librairie, c'est que les gens trouvent des livres qu'ils ne recherchent pas. C'est tout c'est le hasard qui fait qu'on rencontre quelque chose d'inattendu, qui n'est pas l'objet recherché. Ce qui est le grand drame d'Internet, c'est qu'on ne trouve que ce que l'on recherche, rien d'autre. J'ai dit tout à l'heure que votre librairie est installée depuis toujours Galerie Vivienne, donc dans le premier arrondissement de Paris, l'un des arrondissements qui a sans doute le plus changé à certains égards. Mais vous avez vous avez observé ce changement depuis ce point d'observation qu'est la Galerie Vivienne. Qu'est-ce que vous en diriez? Depuis, quand on était enfant, les galeries étaient laissées à l'abandon, menacées de destruction même pour certaines, très mal entretenues. Ensuite, fin des années 70, Kenzo, Gautier ont été les moteurs de ce changement. Et à leur suite, les boutiques un peu vieillottes d'imprimeurs, de philatélistes, de couture, d'objets un peu obsolètes ont fini par disparaître et le quartier s'est métamorphosé. Le pic de cette mode, c'était les années 80. Après 90, ça s'est stabilisé et puis ensuite c'est retombé jusqu'à maintenant dans une espèce de diversité un peu de boutiques de décoration. Mais on n'est plus du tout dans cette effervescence de mode des années 80. C'est comme ça, c'est cyclique. Mais il y avait, alors vous avez rappelé à quel point ça se faisait dans un contexte de galeries délabrées, le passage Choiseul qui est tout pas. Enfin, là, il y a là une succession de galeries et le passage des Panoramas qui est un peu au nord, le passage Choiseul qui est un peu à l'ouest, et puis la galerie Vivienne et encore un peu après vers l'est, le passage du Grand Cerf, etc. Mais c'était, bon, la galerie Choiseul, elle est abondamment décrite dans ses lignes. C'était si je vous dire, déjà délabré du temps de Céline et malsain. Et on y respirait très mal des cochonneries. La galerie Vivienne, c'était aussi le cas. Et en même temps, il y avait une diversité humaine, une richesse humaine et une sorte de communauté villageoise. Enfin, moi, je l'ai vu avec mes yeux d'enfant, mais... Oui, parce qu'on oublie que ces passages abritent des immeubles d'habitation. Et il y avait tous les types de logements, du plus petit, pas insalubre, mais du plus petit jusqu'au plus grand. Et donc, c'est un esprit de village, tout à fait. C'était une enclave comme un village sous cloche. Et combien y a-t-il de commerces, Galerie Vivienne, vous le savez? 25. 25. Des 25, en plus de vous, qui reste d'origine? Il reste Legrand, le marchand de vin. Oui.
marchand de vin. Enfin, marchand de vin, il en reste. Il est toujours marchand de vin, mais enfin, Oui. disons que c'est pas Lucien Legrand. Non, C'est plus non, tout à fait la même chose. Je veux dire, la clientèle est quand Non, même. non. On Non, mais entre chez Legrand aujourd'hui que si on porte un cachemire double fil, quand Oui, même. c'est le nom qui reste, Oui. on est d'accord. Non, il reste les tissus, les soieries Wolf et Ouais. des Courtiers, qui étaient à l'emplacement de Gauthier. Et puis c'est tout finalement. Peut-être le restaurant qui est à l'angle avec la rue de la Banque, le Boulainvilliers. Ah, le Bougainville, oui. Oui, Le Bougainville, ouais. mais c'est pas... Oui, le Bougainville. C'est pas la même. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. la même chose. J'y pense parce que il est aussi dans le jus des années 60. C'est-à-dire que le mobilier est absolument années 60, le comptoir est années 60. Enfin, ils ont eu l'intelligence avéronaise de ne pas modifier leur décor. Ça, ce sont les changements de boutique, les changements de l'offre, si on peut dire, les changements de la demande. C'est-à-dire que vous avez vu aussi la galerie Vivienne, alors elle a été restaurée en bonne partie, bien à votre avis? Oui. Non, ça a été plus de 3 ans un budget considérable, parce qu'il a fallu refaire les charpentes, la verrière, les bas-reliefs, et par tranche de... Non, c'était un travail considérable. Non, ça a été bien fait, ce qui est peut-être contestable, mais ça, tout le monde peut toujours critiquer, c'est l'emploi des couleurs et du faux bois, le faux marbre. Mais à part ça, c'est tout, quoi. Le gros œuvre a été remarquablement fait. Et les peintures, tout, tous les détails ont été vraiment très bien faits. Arrive un changement de fréquentation avec le changement de décor? Je suis pas trop. Non, de toute façon, là, il faut oublier les 2 ans qui sont une parenthèse avec le Covid, parce que non, difficile à dire. Elle a toujours, cette galerie, comme elle est proche du Palais Royal, et elle s'inscrit dans un parcours jusqu'au Faubourg Montmartre, qui était emprunté pour beaucoup par des touristes. Et si changement il y a, c'était plutôt... c'était moins mode et un peu plus grand public, peut-être. Oui. Par rapport aux années 80, qui étaient un peu en pointe, c'était plutôt la mode et la décoration. Et puis maintenant, c'est devenu un petit peu plus grand public, peut-être. Oui, les années 80 sont des années d'émergence de la place des Victoires, enfin de transformation complète de la place des Victoires. Et on a une place de la mode, et jusque tout le long de la rue Étienne Marcel. La situation de votre industrie, de votre activité, depuis le début de la pandémie, vous bénéficiez de soutien? Vous êtes livré à vous-même? Non, j'ai bénéficié de soutien, de primes. Non, je ne peux pas me plaindre. J'ai travaillé en étant reclus, mais j'ai réussi quand même à maintenir l'activité par Internet. Et puis, j'ai bénéficié 2 fois de 2 aides. Et puis, un trimestre offert gracieusement par le propriétaire. Donc, non, ça va, j'ai réussi à me maintenir. Ma situation n'est pas dramatique, non. Le propriétaire, c'est l'Institut pour vous? Oui, c'est l'Institut de France et le sous-catégorie qui est l'Académie des Beaux-Arts. Qui est l'Académie des Beaux-Arts, qui donc dans cette affaire s'est conduit élégamment. Voilà. François Jousseaume, avant de nous quitter, une question. Que va devenir votre librairie quand vous déciderez que vous avez fait votre temps? Ce qui risque d'être bientôt, parce que je commence un peu à vieillir et que l'activité nécessite quand même un renouvellement. Il faut s'adapter à chaque époque. Et là, c'est bien ce qui me préoccupe. J'avais plusieurs pistes. Je pensais que cette librairie, avec sa configuration actuelle, puisse accueillir des élèves pour apprendre le métier de libraire. Mais ça nécessite une infrastructure qui n'existe pas, puisqu'on apprend le métier de libraire uniquement pour le livre neuf et pas pour le livre ancien. L'apprentissage du métier de librairie ancienne se fait auprès d'un libraire uniquement. Donc c'est un apprentissage de 3, 4, 5 ans, et ainsi de suite. Et un lieu qui puisse recevoir des élèves, comme il en existait du temps de mes grands-parents par tout simplement le cercle de la librairie, qui dispensait des cours au boulevard Saint-Germain, n'existe plus. Donc je pensais que cet endroit, plutôt que d'en faire un musée ou un endroit un peu hors du temps, continue à générer une formation au métier de libraire ancien, mais ça n'existe pas. Donc ça, on peut l'oublier. Donc qu'est-ce qui me préoccupe? C'est que l'activité du métier de libraire continue,
Et j'avoue que c'est un petit peu compliqué parce que, à part un libraire de livres anciens qui veuille bien reprendre, je ne vois pas ou un éditeur, mais les éditeurs ne sont pas toujours très motivés pour s'installer parce que c'est beaucoup de frais, alors que la Bibliothèque nationale va quand même réouvrir bientôt, et donc un attrait supplémentaire pour le quartier. C'est la question que j'allais vous poser. La réouverture de la bibliothèque Richelieu, qui a été retardée d'abord par des travaux, puis ensuite par la pandémie, devrait ramener vers ce quartier une activité intellectuelle qui était foisonnante jusqu'à la construction de la bibliothèque Mitterrand. Est-ce que dans ce prolongement-là, et en liaison avec l'Institut et avec l'Académie des Beaux-Arts, il n'y a pas quelque chose à imaginer? Si, c'est un ami qui m'a proposé ça. Peut-être, pourquoi pas proposer tout simplement, puisque la Bibliothèque nationale ne possède pas de librairie, pourquoi, si elle est intéressée, ce que je ne sais pas, mais pourquoi ne pas avoir une antenne, un point de vente de ses propres publications, et qu'elle en fasse une... oui, pourquoi pas, ça serait une jolie passerelle. Émettons cette hypothèse, c'est facile parce qu'il suffit de sortir par le jardin Oui, c'est ça. qui est à Exactement. l'est du bâtiment de Richelieu pour entrer directement dans la galerie Vivienne. Et là, Mais oui, comme il on existait est une connexion entre la galerie Colbert et la galerie Vivienne, Oui. qui avant était ouverte. Exactement. Oui, la galerie Colbert ayant été fermée. Écoutez, François Jousseaume, je vous remercie. Je pense que, j'espère que nous aurons incité ceux de nos auditeurs qui sont parisiens ou qui viennent à passer par Paris à venir Galerie Vivienne pour voir votre librairie, y rentrer et y trouver peut-être le livre auquel ils n'avaient pas pensé, Voilà. puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est votre philosophie. François Merci Jousseaume, beaucoup. merci beaucoup.